Aujourd'hui, on va parler, c'est une table ronde un peu spéciale. C'est la première fois qu'on fait une table ronde sur un sujet aussi niché et en même temps aussi vaste, parce que les side business, on peut dire plein de choses et on n'a qu'une heure ensemble. Donc, il va quand même falloir cadrer un petit peu les questions. Mais en creusant nos statistiques, parce qu'on s'est amusé à regarder un petit peu qui étaient les inscrits à Dot Market depuis le lancement de l'activité, on s'est rendu compte que 70% des profils qui avaient été créés étaient en recherche principalement de ce qu'on appelle un revenu complémentaire. Donc, potentiellement, qui puisse être généré via un business qui ne soit pas une activité à temps plein, qui puisse être géré. Je ne vais pas spoiler la définition de ce que c'est un side business parce que c'est votre avis qui va m'intéresser, Nicolas et Bastien. Mais voilà, des gens qui cherchent à reprendre une activité à côté de leur métier. Donc, pour ça, on a invité deux spécialistes sans ordre, sans favoritisme. Bastien, ça fait quelques années qu'on se connaît maintenant. Moi, je suis hyper heureux que tu sois là parce que tu m'as toujours beaucoup inspiré et soutenu dans mes projets. Et tu es une des personnes de mon entourage, je dirais, qui a réussi, je pense, dans le plus de secteurs possibles, imaginables. L'édition, YouTube, la création de sites, la vente de formation, le copywriting. Tu te présenteras un petit peu après, mais bon, c'est assez impressionnant, il faut le dire. Et tu es en plus l'auteur de plusieurs bouquins best-sellers. Hop, ça, c'est le dernier. Tu nous en parleras après, qui parle justement que tout le monde a priori. Donc, hyper content de t'avoir avec nous. Et Nicolas, je t'ai découvert par le biais de ta super newsletter, La Pépite, euh, qui est une newsletter, tu nous en parleras aussi tout à l'heure, mais qui décortique 2 fois par mois. Je ne me trompe pas, le rythme n'a pas changé. Voilà, des idées de side business, c'est hyper bien fait. Le niveau de détail est assez incroyable. Je pense que littéralement, on peut suivre la newsletter et lancer le side business à la fin de la lecture. C'est des vrais masterclass. Et on a eu l'occasion de collaborer sur un épisode de Snowball et on a des petites choses en off, en cours. Donc, ça me fait aussi hyper plaisir de t'avoir. Et toi aussi, tu as rédigé un bouquin. Tu nous parleras du deuxième que tu as travaillé, mais je vous montre aussi le bouquin de Nicolas. Donc, absolument ravi de vous avoir tous les deux. Et avant de vous laisser vous présenter, Margot, un rapide rappel des bonnes pratiques pour qu'on puisse enchaîner cette table ronde dans les meilleures conditions. Complètement. Bonjour à tous. Mon rôle aujourd'hui, ça va être un peu d'animer, voire de modérer les échanges ici, et notamment les questions de la partie Q&R qu'on a de disponible sur Zoho. On va laisser tous nos participants poser toutes les questions de leur choix. Et si nécessaire, je vous interromprai pour vous les poser si je les trouve pertinentes dans le cours de la conversation. Donc, à tous nos participants, n'hésitez pas à intervenir à n'importe quel moment. Je ne les poserai pas forcément en temps réel, mais dès qu'on a un petit instant, je vous interromprai. Donc, tout le monde est le bienvenu. Ne soyez pas timide, niveau questions. Toutes les questions sont posables. On est là pour ça. Et je vous souhaite à tous un bon moment et un bon échange. Et ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Merci Margot. Bon, Bastien, Nicolas, it's your time to shine. Qui commence par nous dire qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vas-y, Nico. Ok, go. Qui je suis? Du coup, je m'appelle Nicolas Fiali, j'ai 44 ans depuis peu. 3 enfants, j'aime bien le dire parce que ceux qui en ont, ils savent la place que ça peut prendre dans une vie pour créer des projets. Alors, c'est jamais facile de me décrire. D'ailleurs, on rigolait un peu en off avant de démarrer le chat. Si ma mère devait dire ce que je fais, je pense que ce serait très compliqué pour elle. On va dire que j'entreprends depuis presque toujours, depuis presque une vingtaine d'années aujourd'hui. D'abord dans des business un peu classiques. Et j'ai fait plein de side business classiques, donc des activités à côté de mon activité principale en mode side business. Distribuer une marque de cava, j'ai créé une société qui vendait des glaçons.
j'ai fait plein de projets comme ça. Et puis en 2016, j'ai découvert un peu l'univers des business en ligne, des business dont on va parler un peu plus aujourd'hui justement. Et ça a changé un peu mon univers. Et depuis, en fait, on va dire, si je dois résumer, j'essaye d'inspirer d'autres personnes à lancer des side business au travers d'un écosystème, livres, bientôt également une chaîne YouTube et un podcast qui va sortir la semaine prochaine, et formation, coaching, accompagnement, tout autour de la création d'un side business. Mon objectif, en fait, c'est juste d'aider un maximum de personnes, en fait, à se lancer, à créer un business en parallèle pour générer des sources de revenus complémentaires. Et je le fais également moi-même et je documente tout ça au travers d'une newsletter, au travers de différents supports, mes propres side business en ligne, en toute transparence, quoi. Génial. Merci, Nicolas. Bastien, Bon, qui es-tu? bonjour. Déjà, merci pour l'invitation. Je suis honoré d'être là aujourd'hui. Écoute, moi, pour me présenter, Bastien Bricou, 36 ans, papa d'un petit garçon de 3 mois. Donc, je comprends, du coup, Nico, ce que tu dis sur la place que ça commence à prendre dans ma vie. Je te dis que c'est quand même un petit peu chaud. Je suis désolé si je suis un peu fatigué aujourd'hui. Je vais quand même faire le maximum, mais j'ai des nuits qui sont assez compliquées en ce moment. Sinon, pour parler de moi, en gros, je suis un peu comme Nico dans le sens où c'est très difficile pour mon entourage de définir ce que je fais dans la vie. C'est un peu touche à tout, mais bon, l'entrepreneuriat, j'ai commencé, pareil depuis toujours puisque j'ai jamais été salarié. J'ai commencé à la fac, j'ai fait une fac de psycho et j'ai commencé à générer mes premiers revenus, pendant cette période-là où je voulais pas faire de boulot étudiant et du coup, je me suis dit: «Bon, je sais faire deux trois trucs sur internet, j'ai jamais gagné d'argent dessus, est-ce qu'on peut le faire?» Je m'y suis mis à fond et c'est là que j'ai commencé à générer mes premiers revenus et que je pense que ça a été un énorme bouleversement dans ma vie. Pour info, moi, à côté, je me destinais à une vie de thérapeute. J'ai été thérapeute pendant plusieurs années. J'ai été le plus jeune diplômé en France, d'hypnose ericksonienne, de PNL et tout et j'étais passionné là-dedans, mais je trouvais quand même que l'activité en ligne, elle était passionnante aussi. Donc j'étais un petit peu entre les 2 mondes pendant plusieurs années jusqu'en 2013 où j'ai fait un petit burn-out puisque en plus de ça, j'ai, pour ceux qui le savent, participé à une émission de télé. J'ai ensuite pu, réaliser un autre rêve, c'est d'écrire des livres. Donc, je conjuguais beaucoup d'activités en même temps et au bout d'un moment, ça a fini par faire un petit boom, à l'intérieur. Donc j'ai dû recentrer mes choix et je me suis mis à fond, dans le business en ligne. J'ai toujours adoré lancer des side business, on y reviendra. Mais en tout cas, ce qui me définit aujourd'hui, c'est que, j'ai lancé il y a un tout petit peu plus d'un an une chaîne YouTube, dans laquelle je partage, ma passion de l'affiliation et pas que, mais en tout cas, c'est surtout focus sur l'affiliation et j'ai lancé mon organisme de formation il y a un peu plus d'un an aussi. Mais sauf que j'ai mis du temps, à lancer, la première formation qui est en cours en ce moment, la Vortex Academy. Mais voilà, donc en gros, c'est le plaisir d'entreprendre, le plaisir d'avoir un terrain de jeu immense et de pas de rester centré sur une seule chose. Je pense que c'est ce qui me définit aussi, d'être toujours dans la curiosité et le plaisir d'entreprendre, de nouveaux projets. Voilà, j'ai essayé de faire court, mais j'espère que ça répond à la question. Je pense que c'est une belle présentation et ça confirme quand même bien ce que je vous ai dit, c'est que Bastien, il touche à tout. Et du coup, on a 1 heure à peu près. On va essayer de cadrer ce temps, même si juste rien que dans cette présentation, il y aurait probablement 12 questions à vous poser à chacun. Mais on a un petit fil rouge quand même qu'on s'est calé. On va essayer, et vous nous pardonnerez si des fois on passe d'une question à l'autre, mais on s'est prévu un petit fil rouge pour avoir vraiment une vision d'ensemble de qu'est-ce que c'est un side business et répondre à plein de gros sujets là-dessus. Mais la première question que j'ai envie de vous poser, du coup, c'est quoi la définition d'un side business pour vous? Et si quelqu'un devait vous poser la question vous disait, moi j'ai envie de lancer un side business, mais je ne sais pas trop c'est quoi, comment, etc. Vous, déjà la définition, c'est quoi un side business? Je vais prendre la main si tu veux bien, Nico, parce que je pense que toi, vu que tu as Ok. écrit un bouquin dessus, je pense que ta définition sera peut-être plus intéressante que la mienne. Mais pour moi, c'est tout sauf un loisir créatif.
C'est-à-dire que si tu vois le side business comme un loisir, comme si tu allais, je sais pas, au badminton ou faire un golf ou ce que tu veux en termes de loisir, je pense que c'est tout sauf ça. Je pense qu'il faut avoir vraiment, dès le départ, l'ambition d'en faire quelque chose de, on va dire, professionnel, de pro, parce qu'il y a quand même le terme business dedans. Et je pense qu'à partir du moment où tu as pris ça en considération, je pense que ça va changer complètement ton implication, ta motivation et aussi tout ce que tu vas pouvoir y faire dedans, parce que c'est pas à prendre à la légère. Si on part du principe qu'on installe dans sa vie un side business, ça doit être quelque chose de vraiment pertinent et s'adapter avec cette nouveauté qu'on est en train de mettre en place dans sa vie. Donc, c'est vraiment le distinguo à faire entre le loisir et vraiment l'implication pro du projet. Voilà pour ma définition. Merci, merci Bastien. Je vais enchaîner. En fait, de manière très simple, pour définir c'est quoi un side business de base, en fait, c'est tout simplement, comme l'a dit Bastien, un business, donc une activité rémunératrice, source de revenus, à côté d'une activité principale, puisque c'est side. Donc, on peut être salarié, employé, étudiant, chômeur, peu importe, ou même déjà entrepreneur. L'idée, c'est de créer une nouvelle source, une nouvelle ligne de revenus en parallèle d'une source principale, sachant que cette nouvelle ligne de revenus peut devenir en fait la source de revenus principale, pourquoi pas à terme. Donc, side business ne veut pas dire petit business. Side business veut dire que je commence un projet à côté sur base d'une idée, sur base d'une passion, sur base de... Il y a plein de manières de démarrer un side business. Et aujourd'hui, le digital offre tellement d'opportunités. C'est ça qui est magique, en fait. C'est ça qui en fait quelque chose de très, très passionnant, en fait, je trouve, d'autant plus vraiment encore aujourd'hui avec des projets comme DotMarket où, en fait, il y a des projets existants déjà à reprendre, etc. Enfin, il y a vraiment une pléthore de possibilités. Et donc, pour moi, le side business, c'est ça, comme l'a dit Bastien, c'est un vrai projet professionnel à côté d'une activité principale qui peut soit être le tremplin pour changer de vie, passer de une activité principale à une autre activité principale au travers d'un projet qui va générer des revenus et progressivement, ces revenus peuvent augmenter. Et aussi, ce qui est intéressant avec le side business, on le voit avec Bastien et moi-même, c'est qu'on peut en avoir plusieurs en fait. On peut avoir plusieurs side business qu'on va gérer en parallèle parce qu'il y a certains side business qui demandent plus ou moins de temps et d'énergie, qui peuvent être également plus ou moins délégués, automatisés, etc. Et c'est un peu ça la magie aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de possibilités justement pour créer des vrais systèmes en fait, plus ou moins autonomes. Je pourrais continuer à développer parce que c'est vraiment un sujet super intéressant, mais voilà la définition que j'avais envie de donner aujourd'hui. Il y a un truc que tu dis là-dedans qui est hyper important et que j'avais pu évoquer dans un podcast sur les side business. C'est vrai que c'est hyper important de se rendre compte que side business ne veut pas dire petit et tu peux littéralement avoir un side business qui génère beaucoup plus que ton activité principale d'ailleurs potentiellement et que finalement moi, tu vois, mon critère de side business, c'est le mot side. C'est est-ce que je peux le gérer à côté de ce que j'ai envie de faire au quotidien? Si je ne peux plus le gérer en plus de ce que j'ai déjà à faire, ça devient quelque chose qui n'est plus du side. Peut-être que ça devient du principal. Peut-être que ça devient un truc dont je suis obligé de me séparer pour continuer à maintenir un équilibre vie privée, vie perso, vie pro, vie perso. Ça, vous avez plus de problématiques que moi aujourd'hui là-dessus, a priori. Est-ce que avoir un enfant est un side business en soi ou ça devient vite un main business? Bon, pardon, j'ai dérivé. Si on en revient à vous, petite anecdote peut-être sympa à nous partager, c'est quoi votre premier side business? Le premier side business que vous avez lancé ou le premier side business digital selon ce que vous avez envie de nous partager? Tu veux que je réponde, Nico, ou Je te laisse la main, tranquille. Ok. Moi, le premier, j'en ai un peu parlé tout à l'heure quand je me suis présenté. C'était pas un side business, c'était un side school, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, j'étais étudiant à la fac de Bordeaux en fac de psycho. Et vu que je voulais pas faire de taf comme mes potes, à être soit préparateur de commandes, soit serveur, soit bosser
chez McDo, en gros, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai écumé Internet à cette époque-là. C'était pas aussi évident, hein. Je parle de fin 2007, hein, donc ça remonte, hein. Mais en gros, c'était pas aussi évident qu'aujourd'hui où tu vas sur YouTube, tu vas trouver tout un tas d'informations, tu peux t'éclater et apprendre assez facilement aujourd'hui. À l'époque, c'était un peu plus compliqué, il fallait connaître les bons blogs, il fallait avoir aussi un petit peu d'argent à investir aussi, peut-être même un peu plus qu'aujourd'hui, j'ai envie de te dire, si tu voulais avoir les bons outils. Et en fait, je m'y suis mis à fond et le premier side entre guillemets que j'ai fait, c'est, de créer un infoproduit, un e-book, où j'apprenais en fait, vu que je m'intéressais énormément à tout ce qui était l'achat-revente à l'époque avec, il y avait une grosse tendance sur les listes de fournisseurs, sur où est-ce qu'on pouvait sourcer et compagnie. Je me suis dit: «Pourquoi pas l'appliquer à la vente sur des sites de petites annonces?» Donc, sans citer, le site le plus connu, sur lequel, j'ai écrit un e-book et avec qui j'ai eu quelques soucis, par la suite, j'avais fait un e-book sur comment gagner sa vie sur ce fameux site en utilisant du coup des fournisseurs. Il n'y avait pas AliExpress, il n'y avait pas tout ça encore à l'époque, hein. Mais bon, j'ai fait ça, ça m'a pris 3 mois. J'ai mis mes économies d'étudiant dedans pour avoir des outils qui me permettaient à l'époque de me positionner rapidement sur les mots-clés, que je visais sur Google et en gros, j'avais fait une page horrible où, je mettais, je dis horrible parce qu'elle était vraiment horrible. C'est-à-dire qu'il y avait du jaune, du rouge, il y avait, tout ce qu'il fallait pas faire, mais je copiais les trucs à l'américaine de l'époque et j'avais fait tout un copywriting, horrible pour vendre ce produit-là et c'est là que ça a commencé. C'est que, en gros, j'avais mis juste un bouton PayPal et j'avais mis à 9,90 ou 9,99, je sais plus et peu importe et en tout cas, quand ça a commencé à déclencher des ventes, là, je me suis dit: «Ah ouais, il se passe un truc». C'est-à-dire que là, il va falloir que j'appuie encore plus sur le bouton et ça a débloqué encore beaucoup plus de choses derrière puisque, ça m'a permis en gros de voir que ça fonctionnait. Ça a validé beaucoup de choses et ça m'a donné envie de faire encore plus de side à côté puisque, des infoproduits comme ça, j'en ai fait une dizaine en tout sur plein d'autres sujets et c'est comme ça que ça a lancé, on va dire, l'aventure avec en plus de ça l'affiliation qui s'est rajoutée. Mais ça a été mon premier side, en tout cas, «historique» entre guillemets, à ce moment-là. Connaissant le soin que tu mets aujourd'hui dans tes vidéos, dans ton setup, dans tout ce que tu fais, je serais très curieux de voir le design de ce site. J'imagine que tu l'as pu, mais moi, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est purement de l'esthétique, parce que l'esthétique ne fait pas tout dans un business, mais t'as cette patte d'ajouter un truc esthétique dans ce que tu fais. Et voilà, moi, je trouve que ça fait une diff, notamment aujourd'hui sur les side business. Il y en a plein, et c'est parfois difficile de te dire celui-là, il est sérieux, celui-là, il n'est pas sérieux, etc. Et je ne sais pas si aujourd'hui, tu ferais toujours un site moche et tant pis parce que l'important, c'est que ça fonctionne. Mais je trouve que tu as voilà, cette patte et je tenais à le partager pour celles et ceux qui iront voir ce que tu fais comme taf. C'est C'est gentil. Je vais juste rebondir sur ce que tu dis. Évidemment que je vais pas refaire la même chose que ce que je faisais à l'époque, puisqu'il y a l'expérience aujourd'hui et puis, il y a aussi quelque chose à comprendre. Effectivement, j'ai ma patte, mais ce que je dis souvent et dans le groupe Telegram, je l'ai dit il y a quelque temps, il faut être fier de ce qu'on fait. Et fier de ce qu'on fait, c'est que même si tu as le fond, où tu es sûr que ce que tu vas faire comme contenu va avoir de la valeur, il faut aussi qu'esthétiquement, tu sois fier aussi de ce que tu as fait. Tu vois? Que tu sois content de pouvoir le montrer à ton entourage, à tes parents ou, à ta femme ou tes enfants, que tu sois là en train de dire: «Regarde, c'est moi qui l'ai fait, qu'est-ce que tu en penses?» et cetera. Mais surtout que c'est une dimension qui te ressemble, tu vois? Et le Bastien de 2007 et le Bastien d'aujourd'hui, il a pris quand même plus de 15 ans d'expérience dans la tronche et clairement, si je devais refaire la même chose qu'avant, il y aurait un gros problème. Donc, non, non, ça a évolué et il faut, voilà, avoir sa propre patte. Effectivement, c'est ce qui va aussi nous permettre, d'être visible au sein de notre secteur. Par contre, il ne faut pas laisser le design être un frein à se lancer parce qu'il y a l'autre effet de Beau vouloir un truc le beau absolument est l'ennemi du parfait. bien. Le Ouais. beau est l'ennemi du bien et le problème, c'est le perfectionnisme et moi, je suis très perfectionniste et je me suis battu contre moi-même pendant longtemps. Je pense que j'ai mis au moins 5 ans avant de me décider à faire la chaîne YouTube parce qu'à chaque fois, je voulais qu'il y ait ci, qu'il y ait ça. Je redéfinissais un petit peu les lignes. Puis à un moment donné, je me suis dit: «Bon allez, c'est bon, tu vas trop loin, lance-toi et tu verras». Et toi, Nicolas, ton premier side? Ouais, je vais en parler, mais c'est marrant ce que disait Bastien sur le perfectionnisme. Euh, juste
Et moi, j'aime bien vraiment être super transparent sur tout ce que je fais et montrer qu'en fait, nous-mêmes, en fait, on teste des trucs, on ne sait pas toujours où on va. Là, par exemple, en fait, je suis en train de tester un setup. Donc, j'ai fait ça hier avec un gars. Je pourrais vous montrer l'envers là. Il y a une espèce de light. Il y a des trucs un peu tout cassés. Et en fait, je suis juste en train de tester des trucs. Je suis pas content encore de commencer, mais en fait, on s'en fout. À un moment donné, il faut y aller. Il faut juste se lancer. Et pareil, moi, sur la chaîne YouTube, ça fait, d'ailleurs, tu le sais, Kevin, je crois que ça fait plus d'1 an que je t'ai déjà contacté. Je vais lancer la chaîne, je vais lancer le podcast. Et en fait, il y a toujours des trucs à faire. On ne se lance pas. Maintenant, c'est fini. Ce ne sera pas parfait pour démarrer, mais on se lance. C'est une petite parenthèse. Le tout premier side business, je pense que depuis tout petit, je faisais des trucs pour gagner un peu de sous, comme ça. On avait des bagnoles, des bazars, enfin, un peu des trucs qu'on est beaucoup à avoir fait quand on était petit. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, rapidement, quand j'ai eu mon premier taf, qui n'a pas duré longtemps, un vrai boulot, entre guillemets, avant de plus jamais revenir vers le salariat, j'ai toujours voulu faire des trucs, en fait. Et donc, j'ai commencé plutôt des side business, on va dire, un peu plus passion, un peu plus voilà, sur des trucs que j'aimais bien faire. Le tout premier que j'avais commencé, je vais parler quand même de celui-là, c'était des cours de cuisine. Donc, j'ai commencé à donner des cours de cuisine avec ma compagne. Et en fait, ce side business de cours de cuisine est parti juste. J'avais un coworker qui était dans le même bureau que moi. Sa femme était asiatique. Elle me dit: tiens, on cherche des profs pour donner des cours. Je sais que tu aimes bien cuisiner, ça ne te dirait pas? Je dis: bah, moi, je ne suis pas prof, quoi. Enfin, je n'ai pas de diplôme de cuisine. J'ai pas. Puis je dis: tiens, allez, je vais aller une fois voir à quoi ça ressemble un de ces cours. J'ai été, et puis je me suis dit: bah ouais, en fait, ça, je peux le faire aussi, quoi. Et en fait, ça a démarré une activité de cours de cuisine avec ma compagne, qui s'est transformée en une activité de traiteur, qui s'est transformée en fait à ma compagne qui a quitté son boulot pour encore faire ça aujourd'hui, presque 15 ans après. Et donc, je parle de cet exemple-là parce qu'il illustre vraiment cette notion de side business, parfois de partir d'un petit truc qui peut grandir. Et en fait, ce projet, il a évolué dans tous les sens. À un moment donné, on était à 2 full-time dedans, on avait un projet d'un bâtiment, on allait grandir, on avait des investisseurs, enfin, on était parti sur un gros truc de traiteur, on a même eu un restaurant à un moment donné, enfin voilà, on est parti dans plein d'aventures, et puis finalement, j'en suis sorti, je suis revenu à d'autres amours plutôt sur le web, pour plein de raisons qu'on va sans doute évoquer par la suite. Mais voilà, c'était un peu le premier side business dans le dur, et qui peut montrer aussi qu'avec un side business aussi comme ça, en fait, on peut quitter, on peut vivre quelque chose. Et ce qui était intéressant aussi sur ce side business, c'est qu'en fait, quasiment tous les side business que j'ai fait dans le dur ont eu du succès plus ou moins important grâce au web, grâce à des compétences que j'avais développées sur le web, notamment sur le SEO. On tapait à l'époque cours de cuisine, on était numéro 1 sur Google. Et en fait, ça nous amenait le business qu'on avait besoin. Tu fais une parfaite transition. Il y a une question, la toute dernière là, de Michael, que je vais intégrer aux 2 prochaines questions que j'avais envie de vous poser. La première, c'est: est-ce que vous pensez, et après on parlera des compétences justement, est-ce que vous pensez que tout le monde peut avoir un side business? Je vais commencer ce coup-ci. Je pense pas. Alors, je pense pas. Pourquoi? Parce que depuis 2020, je fais du coaching aussi, donc j'accompagne plein de personnes. Et je remarque vraiment qu'il y a un peu différents types de profils. Et assez vite, en fait, on sait sentir ou voir si les personnes vont vraiment avoir des résultats, où il va se passer quelque chose. Et rarement, en fait, ça change. Si la première impression, c'est un peu la first impression, enfin la première impression, et rarement on se trompe. Et effectivement, tu allais après embrayer sur les compétences, etc., qu'il faut avoir. Je pense qu'il faut effectivement certaines compétences, certaines aptitudes et une certaine réelle envie, comme l'a dit Bastien tout à l'heure, de prendre la chose sérieusement. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, notamment avec YouTube, avec les réseaux sociaux, pensent que c'est
En un claquement de doigts, on va lancer un truc, on va devenir millionnaire. On voit qu'une partie de l'iceberg. Et quand les gens sont confrontés à la réalité, c'est pas facile. Il faut développer des compétences, il faut travailler. Et on n'a pas des résultats du jour au lendemain. Beaucoup de gens abandonnent. Et donc, est-ce que c'est fait pour tout le monde? Je pense que tout le monde, fondamentalement, en suivant le process, peut y arriver, mais tout le monde n'y arrivera pas parce que seulement une fraction des personnes sont prêtes à faire ce qu'il faut pour y arriver. Et donc, voilà un petit peu ma vision des choses. Moi, je vais continuer. Moi, je pense pas effectivement que tout le monde peut avoir un side business. Je pense que déjà, il y en a beaucoup qui s'en tapent la coquille, clairement, il faut se le dire. Il y en a qui sont dans une routine de vie, qui sont installés et qui se contentent en fait de ce qu'ils ont et que c'est très bien pour eux. Ensuite, il y a une part aussi de fantasme. Et on a tendance aussi, je le vois aussi pour certains profils que j'ai pu croiser, de personnes qui fantasment complètement le fait d'entreprendre dans un side business et qui se disent, bah, en fait, c'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure que c'est pas un loisir, c'est pas un loisir créatif, quoi. Si on le prend comme ça, je pense qu'on le prend de la mauvaise manière et cette façon de penser le side business part très, très mal si on se dit: «Bah, quand j'aurai un petit peu de temps pour m'y mettre, je m'y mettrai un petit peu dessus». Et au final, bah, en gros, on a des gros drops de motivation. On a aussi le fait qu'on a un certain déni qui s'installe vis-à-vis du side business en lui-même et je pense qu'effectivement, tout le monde n'est pas câblé pour et qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui se lancent, on va dire, par excès de confiance ou très galvanisés par une vidéo qu'ils ont pu voir de quelqu'un qui leur racontait que c'était facile et rapide et qui d'un seul coup, sont confrontés à la réalité. La réalité, c'est que c'est ni facile ni rapide. Heu, quand je dis facile, c'est dans le simple fait que c'est pas parce qu'on et c'est ce que je dis souvent, hein, je prends cette métaphore-là, c'est pas parce qu'on a appris à jouer au poker qu'on est un bon joueur de poker. Les règles du poker, on peut les apprendre en 2 minutes. Vraiment, ça va très vite. Est-ce que ça fait pour autant de nous un bon joueur de poker? Non. Et c'est l'expérience, c'est l'expérimentation, c'est le fait de passer du temps dessus et de répéter l'action qui va faire qu'au bout d'un moment, on va développer eh bien des compétences autour de ça, issues de l'expérience. Donc sur le side business, c'est la même chose. Il y a beaucoup de personnes qui vont se dire: «Ah vas-y, j'y vais, ça a l'air facile. L'affiliation, on est juste un intermédiaire entre une offre et un besoin, donc c'est easy». Bah, viens dessus et viens te confronter aux choses et tu vas comprendre que c'est pas si simple. Il y a simple et facile à distinguer entre les 2. Il y a forcément un besoin de s'y mettre, un besoin de comprendre l'environnement dans lequel on est et un besoin aussi d'expérimenter. Et il y a des personnes qui, confrontées à l'expérience, à l'expérimentation, vont se dire: «Ouh là, c'est pas si simple que ce que je croyais», et il y a des personnes qui, à la moindre problématique, vont abandonner. Donc statistiquement et je te rejoins, Nico là-dessus, statistiquement, à l'arrivée, les personnes qui réussissent sont, minimes puisqu'il y a toute une question de patience et de persévérance qui est mise en question et surtout le fait de prendre les choses sérieusement. Il y a le terme business. Ce n'est pas un investissement. C'est pas: «Bon, ah, vas-y, là, j'ai pris, un nom de domaine, un hébergement, je fais 3 articles, je vais voir ce qui se passe, et puis je vais capitaliser là-dessus». Non, c'est un business. Il faut le voir comme un business et on est là pour nourrir la bête. On est là si je dois faire la comparaison avec mon fils actuellement, voilà, il faut le nourrir constamment, il faut prendre soin de lui tout le temps et tant qu'il est pas autonome et ben, on pense qu'à ça. On pense qu'à lui, qu'à son bien-être et on verra les choses plus tard. Donc clairement, il y a des personnes qui sont pas faites pour ça et très bien, tant mieux pour elles. Elles font leur vie et on fait la nôtre. Mais celles qui veulent s'y mettre, il faut qu'elles s'y mettent sérieusement avec vraiment la vision de business. C'est side, mais c'est business. Ouais. Ouais, je suis là-dessus. Du coup, il y a Mathieu qui demande si, on peut faire un side business dans le loisir créatif. Ouais. Bah, ça dépendra de ton loisir créatif, mais est-ce qu'il y a du business dans ce loisir créatif-là? C'est la question qu'il faut se poser. Qui sait? Et ça nous amène, on va creuser un petit peu cette notion des compétences parce que je pense qu'elle est hyper importante. Et la question de Michael, concrètement dans le chat, c'est: est-ce que vous pensez que repartir de zéro aujourd'hui est plus dur qu'il y a 10 ans? Et moi, ce que ça m'inspire, c'est déjà les compétences il y a 10 ans, elles étaient un peu différentes de celles nécessaires aujourd'hui. Les outils ont changé, les ressources ont changé.
Quoique, ouais, si en 10 ans ça a changé, mais si on remonte à 15 ans, alors là, c'est date auquel vous avez démarré. Là, c'est sûr qu'il n'y a plus rien à voir. Du coup, double question, c'est quoi les compétences requises selon vous aujourd'hui pour développer un side business digital, évidemment, puisqu'on est quand même des experts et des experts du digital. On ne va pas s'embarquer sur les conseils, comment monter une laverie automatique en bas de chez nous. Donc, selon vous, peut-être les compétences clés à avoir, soft ou hard skills d'ailleurs, parce que c'est peut-être pas que des compétences hard skills. Et est-ce que c'est plus facile aujourd'hui qu'il y a 10 ans? Vas-y, j'y vais. Ouais, vas-y. Pour moi, c'est plus facile qu'il y a 10 ans. C'est clairement plus facile puisque le terrain de jeu, c'est plus le même. Le terrain de jeu, il est gigantesque. Aujourd'hui, les sources de trafic, elles sont énormes et la possibilité d'avoir de la visibilité sur ces sources de trafic, elle s'est décuplée. Aujourd'hui, juste avec son téléphone, on peut créer des contenus, en face cam ou pas et pouvoir, avoir de la traction sur le contenu qu'on a créé. Chose qu'on ne pouvait pas faire il y a 15 ans où c'était, essentiellement, du contenu textuel et il fallait quand même gérer, on va dire des skills qui étaient, quand même déjà recherchés à l'époque. Maintenant, c'est sûr que, en termes de skills à développer pour un side business digital, j'ai envie de te dire, ça va aussi dépendre où tu vas. Parce que des business, digitaux, il y en a plein. Tu vas pas avoir forcément les mêmes skills quand tu fais de l'affiliation, du e-commerce, de l'infoprenariat ou, même de la prestat de service. Donc du coup, c'est sûr que peu importe le side business dans lequel, la personne veut se lancer, il faut qu'elle à mon sens, se forme. Donc que ça soit seul ou accompagné, moi je suis plutôt, pour, trouver quelqu'un qui a déjà fait le chemin pour, pour enseigner, pour transmettre, pour, gagner du temps, pour aussi comprendre des choses que seul on va peut-être pas comprendre ou qu'on va comprendre dans la douleur. Si voilà, quand on a subi, des échecs parce qu'on faisait les choses mal, ben, on comprend, mais on comprend dans la douleur. Et puis aussi au niveau soft skill, pour moi, je pense qu'il faut être, un minimum passionné par ce qu'on fait, ou du moins pour le pourquoi on le fait. Je pense que c'est très important. Je pense qu'il faut être très curieux aussi. Faut garder une espèce de forme de curiosité dans son side business, le fait de toujours, vouloir s'améliorer, prendre de l'information et s'éclater le plus possible dedans et avoir une certaine discipline. Je pense que, c'est ce qui fait aussi la différence entre réussir et échouer, c'est la discipline qu'on va pouvoir s'imposer vis-à-vis de ce side business. Si on n'est pas discipliné, si on sort pas de sa zone de confort en organisant ses journées, heu, ou, du moins ses semaines autour de ce side business-là, je pense que là déjà on part très, très mal. Donc, du coup, voilà, je pense que ça répond aux 2 questions. Sinon, je pourrais m'épancher pendant 10 heures, donc je vais m'arrêter. Nicolas? Ouais, c'est cette question, en fait, exactement comme vient de dire Bastien, je pense qu'on pourrait juste en parler pendant 1 heure juste de ce sujet, parce qu'en réalité, la question c'était est-ce que c'est plus facile aujourd'hui qu'il y a 10-15 ans? La réponse est oui, 1000 fois oui. Hein, je veux dire, c'est d'une évidence, il y a aucun doute là-dessus. Je veux dire, les opportunités qu'il y avait il y a 10-15 ans, elles étaient presque minimes. On n'avait pas accès à l'information. Déjà, c'est la première chose. Si on n'a pas d'information, même que l'opportunité existe, comment peut-on potentiellement lancer un projet, vu qu'on ne sait même pas que ça existe? Donc, en fait, notre champ du possible, euh, il a explosé. Et c'est un peu le sujet de ce premier livre, justement, c'est de voir le champ du possible, en fait, d'ouvrir les œillères, parce que la plupart, monsieur, madame, tout le monde, en fait, ne savent pas ce qu'il est possible. L'affiliation, c'est quoi? Je suis sûr, il y a certainement une partie des gens qui sont ici qui sont au courant, mais je vais demander à ma maman, c'est quoi l'affiliation? Elle ne sait pas ce que c'est. Je vais lui demander, c'est quoi, je sais pas, la génération de leads, c'est quoi? Enfin, je peux lui parler de 10 modèles de side business en ligne, savent pas ce que c'est. Donc le champ du possible, il a explosé. Le terrain de jeu, comme l'a dit Bastien, mais il est mondial. Avant, il y a 15 ans, moi, je voulais lancer un side business. Je restais en Belgique. Enfin, je veux dire, je n'allais pas aller toucher des clients en France et partout dans le monde. Il y avait Internet, mais on ne parlait pas du tout de la même chose. L'automatisation,
l'intelligence artificielle, tout ce qui est en train d'arriver maintenant pour faciliter en fait des choses qui, encore une fois, comme l'a dit Bastien, on voulait faire un site web. Moi, je me rappelle mes premiers sites web avec un pote, il y a presque 20 ans, il fallait apprendre, je ne sais même plus le nom de l'outil, je ne reviens plus dessus. Il fallait apprendre à coder, c'était n'importe quoi. Passer des semaines, j'essayais de comprendre comment faire une première page. Aujourd'hui, on clique sur un bouton, on a un site qui est généré automatiquement avec l'IA. Je veux dire, c'est les possibilités de la mise en œuvre de l'idée à la concrétisation. On est passé c'est du x100, quoi. Genre 100 fois plus vite pour mettre en œuvre une idée et la concrétiser qu'il y a 10-15 ans. C'est évident. Après, moi, il y a quelques éléments qui sont importants par rapport aux skills qui sont plutôt de l'ordre, je ne vais pas dire plus spirituel, mais un peu. C'est pourquoi on le fait. En fait, il y a plein de gens, on va lancer un side business. Pourquoi? C'est quoi? C'est l'appât du gain. C'est le fait de... Souvent, c'est un peu la raison principale. Ce qui est aussi souvent, de nouveau, encore une fois, sur les réseaux, les make money online, c'est très ce qui appâte les gens. Mais en fait, pourquoi vous le faites? Je pense que la première raison, ça ne doit pas être ça. La première raison, ça doit être, il faut qu'il y ait une vraie raison fondamentale de pourquoi vous avez envie de le faire. Pour développer pas juste une source de revenus, mais pour vous épanouir, pour créer un projet, pour vous dire, j'ai fait un truc, j'ai mis en œuvre une passion, peu importe. Et ça, c'est vraiment quelque chose, pour moi, de super important, c'est d'avoir des objectifs. Ok, je veux le faire, mais c'est quoi mon objectif? Je vais gagner, si je gagne 300 € par mois en plus, je suis content, fine. 3 000, 30 000, chacun a des objectifs qui lui sont propres. Donc, je pense que les vraies questions, elles sont d'abord là, en fait. C'est pourquoi on veut le faire, c'est quoi mes objectifs, et ensuite, je reviens, et ce n'est pas pour faire l'autopromo, mais c'est parce que c'était vraiment l'objectif de ce premier livre, c'était d'identifier, selon le type de side business, quelles skills, quelles compétences on a besoin d'avoir. Et effectivement, si on veut faire l'affiliation, il va falloir maîtriser un peu le SEO, il va falloir comprendre des outils un peu techniques de tracking, etc. Si on veut créer une newsletter, on n'a pas besoin de tout ça. Donc, vraiment, les compétences vont être très, très différentes en fonction du modèle de side business, quoi. Et encore une fois, ce sujet, on peut en parler pendant 1 heure, donc je vais m'arrêter là. Encore, pendant un moment, je me permets parce que je vois des questions hyper intéressantes dans le chat et qui rebondissent parfaitement sur tout ce que vous venez de dire tous les deux. Et il y en a une que je trouve extrêmement pertinente, c'est que vous dites que c'est plus facile qu'il y a 10 ans, mais est-ce que la concurrence, elle ne s'est pas aussi décuplée vis-à-vis de ce qui se passait il y a 10-15 ans et la création de contenu, elle est plus simple et rapide et donc accessible de fait à davantage de monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, Nico. C'est une bonne remarque. Et en fait, ça, c'est un peu le même syndrome que le syndrome du perfectionniste. C'est de se dire, oui, mais on va toujours se trouver des excuses de oui, mais oui, évidemment qu'il y a plus de concurrence. Mais en fait, encore une fois, il y a tellement d'opportunités qu'il n'y avait pas hier que pour moi, le ratio concurrence versus nouvelles opportunités, il n'y a pas photo. Je dirais, on est dans un marché où il y a tellement de choses à faire. C'est pas pour rien que quand moi j'ai créé la newsletter, tout le monde me dit pourquoi tu donnes tes idées de business? Mais je dis mais parce que il y en a tellement que je ne saurais même pas faire un centième de toutes les idées que j'ai envie de mettre en œuvre. Il y a tellement d'opportunités. Le gâteau est plus gros. Il y en a tellement. Donc ma réponse est oui, c'est plus facile. Et il y a plein d'opportunités encore aujourd'hui, même dans un marché plus concurrentiel. Le tout, c'est de se poser les bonnes questions. C'est ça, en fait. C'est un peu où est-ce que je mets les pieds, quelles sont mes compétences, et est-ce que j'ai choisi le side business qui me correspond, et est-ce que je suis prêt à mettre et faire les efforts, me former, apprendre pour développer les skills nécessaires sur ce modèle de side business. Si les réponses sont oui, vous allez y arriver, il y a des opportunités. Mais si vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas toujours simple, à développer, à apprendre, à se former sur ce qui va faire la différence, oui, ça va être compliqué. Il va falloir effectivement être dans les quelques pourcents de gens qui font l'extra mile, qui vont jusqu'au bout, qui font les choses à fond, quoi. Comme l'a dit Bastien, c'est un business, on le fait à fond. On se forme, on apprend et on se pète la gueule au début, on remonte en selle et on continue.
Très bonne réponse. Moi, je vais rajouter la concurrence, on s'en branle. En fait, à partir du moment où on a compris que dans une ville, c'est pas parce qu'il y a un restaurant qu'on peut pas ouvrir son restaurant, bah, en fait, on a répondu à la question. En gros, c'est déjà de comprendre, est-ce que je suis dans un environnement qui est un environnement, une thématique qui est très, très large et j'ai envie de me mesurer au plus gros de la thématique et dans ces cas-là, c'est une mauvaise idée, surtout si c'est un side business et surtout au début. Mais c'est aussi de s'adapter, être aussi capable de se dire: «OK, moi j'ai envie d'aller là-dedans, il y a peut-être de la concurrence et alors, qu'est-ce qui va faire que moi, je suis différent des autres? Qu'est-ce qui va faire que mon projet, il va pouvoir se démarquer?» Et se démarquer, ça peut être aussi tout simplement de je suis dans un marché peut-être global, comment je le niche, le marché? Comment moi je suis un peu plus spécifié, en fait un peu plus spécialisé dans ce secteur. On peut trouver plein d'angles d'attaque pour attaquer des marchés très concurrentiels. Donc imaginez la place qu'on peut avoir sur des marchés qui le sont moins. C'est juste en gros une question d'effort à fournir sur le marché, peut-être aussi d'argent à investir parce que c'est sûr que si vous allez dans la rue, de votre ville où il y a le plus de restaurants parce que c'est, la rue, réputée des restaurants, pour avoir un bail à l'intérieur de cette rue-là, ça va vous coûter beaucoup plus d'argent qu'être en périphérie de la ville. Eh bien, voir le side business de la même manière dans un segment dans lequel il y a beaucoup de concurrence au niveau digital, c'est la même chose. Si on veut se confronter au gros, ça va nécessiter plus de moyens. Sinon, on cherche à utiliser notre, différenciation, ce qui nous segmente des autres pour tirer notre épingle du jeu et il y a plein de façons de le faire, que ça soit en utilisant des sources de trafic peut-être alternatives ou tout simplement des stratégies qui vont faire qu'on va avoir notre propre part du gâteau entre guillemets et que, voilà, même si, on a des miettes dans un gros marché, ça peut être des miettes, c'est des pépites d'or qui tombent, hein, donc il y a pas réellement de problème là-dessus. Pour moi, la concurrence n'est pas un frein, clairement. Visiblement, enfin, nos participants sont d'accord, notamment Michael qui dit plus il y a de concurrents, plus le gâteau est gros pour moi, donc il y a une part pour tout le monde. Je crois que ça fait assez écho à ce que vous venez de dire. C'est vrai. Et enfin, il y a une question que j'ai envie de vous poser, qui est celle de Mathieu. Question bête au premier abord, combien de temps vous consacrez à votre site par jour ou semaine? Et une question dans la question, en faites-vous en parallèle? Visiblement, il a 100 idées lui aussi. Et quand il essaie de trouver des associés sur chaque idée avant de les lancer, est-ce que vous avez une idée? Non. Avez-vous une limite du nombre? Et faites-vous toujours vos sites en solo ou cherchez-vous des associés? Désolé, un peu trop d'éléments. Il y a plein de questions là-dedans, mais il y en a une que pour essayer et tu nous excuseras Mathieu, parce que ça fait plein de sujets et je vais essayer de les remettre dans notre fil rouge. Mais ma prochaine question, c'est une question que tout le monde a envie de savoir, ça rapporte combien un side business? Et je pense que si on se penche sur la notion de l'argent, qui est quand même en général ce qui amène à vouloir un side business. Je pense qu'il y a des personnes qui lancent un side business pour apprendre ou pour s'occuper, mais par expérience, tu le lances d'abord parce que tu veux faire un petit gain bonus. Hein. Alors ce gain bonus, ça peut être pour te prouver que tu es capable ou bien pour te payer un super truc à côté. Mais déjà, combien ça peut générer un side business? Même si avant, on a donné un petit peu des éléments d'indication, combien vous estimez que ça peut, combien vos side business génèrent, si vous acceptez de partager des exemples, et ce n'est pas forcément pour que vous dévoiliez tout, parce que dans ce secteur, on aime bien aussi garder ces sujets, mais simplement pour montrer un petit peu à l'audience qu'est-ce que ça peut représenter. Et après, on pourra creuser un peu tes questions, Mathieu, parce qu'il y en a qui vont nous permettre de pousser un peu. Je vais répondre direct, ça me donne une idée pour les side business. On a tous connu le Covid. Ça a été une période très intéressante et d'ailleurs, c'est une période pendant laquelle il y a eu beaucoup de remises en question. Il y a beaucoup de personnes du coup qui ont voulu lancer des side business et tant mieux, ça a pu générer beaucoup d'enthousiasme autour de tout ça. Moi, à titre perso, c'était surtout le manque de restos. Je vais rester dans les restos, on va croire que je parle que de bouffe, mais c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus sortir, on était bloqués, tu sais, on avait le couvre-feu et tout, c'était insupportable.
Et je voulais quand même retrouver les plaisirs, tu vois, une pizza faite maison, burger maison, machin, nan, et tout. Et je me suis dit, bah, je vais développer des compétences. Donc, j'ai appris des trucs de taré. C'est-à-dire que je voulais apprendre à faire des fromages à la maison. Donc, j'allais regarder les vidéos de comment on faisait les fromages. Je me suis dit, attends, il y a une vache, elle fait du lait, mais on arrive à faire 1000 fromages différents avec le même lait. Comment c'est possible ce truc? Donc, je suis parti en sucette. Pour les pizzas, j'ai regardé des vidéos en italien. Pour savoir faire des kebabs, je regardais les vidéos de kebabiers turcs sur comment ils faisaient les trucs. Et ma femme me disait, mais t'es complètement possédé de ce que tu es en train de faire là. Mais du coup, je voulais prendre beaucoup d'infos. Et je me suis dit, tiens, il y a un truc que j'aime bien faire. Je ne vais pas révéler la niche puisque je la réserve à ceux qui ont compris la vortex organique. Et je vais tout leur montrer. Mais je me suis dit, tiens, il y a un truc à faire sur le fait maison dans un truc dans la cuisine. Bah, du coup, j'en ai fait un side business. J'en ai fait un side business parce que j'avais trouvé dedans une offre pour un type de produit où les commissions étaient bonnes. Et je me suis dit, les commissions sont bonnes, ça me passionne, j'apprends plein de trucs en même temps. Donc, pourquoi pas, en même temps que j'apprends quelque chose, pouvoir créer un site dessus, mettre des offres affiliées, mettre du contenu et tout. Et pour tout dire, en un an, à peu près 1 an et demi, ça a généré 53 000 $ de conversion. J'aurais fait gagner 500 000 en fait, dollars de chiffre d'affaires en fait, sur leurs produits. Donc, je suis tout de suite monté dans les top affiliés et tout. Et en fait, c'est devenu un side business parce que je me faisais chier. Tu vois, ça a commencé comme ça. Je me faisais chier. Je voulais apprendre des trucs. Je voulais pas passer mon temps à rien foutre ou à être dans le même circuit de routine habituelle. Et c'est parti de là. Et derrière, il y a eu, attends, non seulement c'est cool, mais en plus, il y a un marché. Je suis dedans en ce moment. Moi aussi, j'ai besoin de m'équiper. Donc, il y en a d'autres. On cherche les mots-clés. On regarde qu'il y a une offre. Il y a une offre super intéressante. Ah, en plus, elle paye bien. Ah, vas-y, c'est parti. On lance la machine et ça a super bien marché. Cool, merci Bastien. Et c'est vrai que c'est une question, encore une fois, on peut parler de 1000 trucs. Je vais faire comme Bastien, je vais prendre un exemple concret aussi. Moi, c'était pareil, Covid 2020, j'avais à cette époque-là encore une agence marketing qui était ma source de revenus principale. Du jour au lendemain, zéro. Enfin, je veux dire, j'avais un revenu récurrent mensuel très visible parce que j'avais un business model de récurrence. Plus rien. Je me dis, OK, bon, il va falloir lancer des nouveaux side business. Et là, un side business dont je parle souvent, je lance un projet de génération de leads, donc d'opportunités d'affaires, sur l'éradication des taupes. Et en fait, j'avais un voisin qui était taupier. Je ne connaissais pas du tout ce métier. Donc, il va dans les jardins et c'est un métier. Il a appris à comment trouver où sont les trous des taupes, à mettre des pièges, à les éradiquer des jardins. Et en fait, je m'en vais sur mes outils habituels de mots-clés, etc. Et je me rends compte. Et après, je réfléchis, ben oui, en fait, une personne sur deux qui a un jardin a des taupes, c'est un marché gigantesque. Et je ne connaissais pas du tout. Je monte un petit site et je vais la faire rapidement. Aujourd'hui, ce side business a amené à créer une société juste pour ça avec le premier taupier avec qui je travaillais au départ, où aujourd'hui, en fait, j'ai mis en place tout le système. On a créé une application sur smartphone qui permet de gérer les demandes, les devis, les trucs, tout est automatisé. Un peu de pub Google, un peu de SEO. On a commencé maintenant à lancer un site sur la vente de pièges. Enfin, donc, on a commencé à développer le projet. Et ce projet, ben, aujourd'hui, je pense qu'on a fait à peu près 80 000 €, 75 000 € de chiffre d'affaires l'année passée, sur du pur service, parce qu'il n'y a pas de frais quasiment, sur lequel, ben, en fait, moi, tout mon job est automatisé, en fait. Donc, moi, j'ai automatisé mon job qui était de générer des leads, de mettre en place un système, de mettre en place tout le truc, quoi. C'est un exemple. Et en fait, c'est ça la magie, c'est qu'on peut créer comme ça différents side business dans plein de domaines. Et ça m'amène à une question. J'ai vu passer dans la liste des questions là, et je vais essayer de les regrouper, mais ça m'amène à une observation. Là, vous parlez du coup du résultat en 2023. Il y a une question qui est passée qui demandait, selon vous, combien de temps ça met
d'obtenir ses premiers résultats quand on lance un side business. Et en fait, je vais la grouper avec une deuxième, et pas juste parce que c'est Dotmarket et qu'on a une plateforme d'achat-vente de side business, mais il y a une question de quelqu'un qui se demande justement, est-ce que ça vaut pas le coup de racheter un side business? Alors, peut-être que l'idée derrière, c'est d'aller plus vite. Il y a j'ai pas envie de prononcer le prénom parce que je sais pas si c'est ton prénom, mais le surnom, enfin le nickname là, c'est Biron Lu, qui dit est-ce qu'on peut pas racheter un site pour l'optimiser et en faire du coup un site business de rénovante en quelque sorte. Du coup, la double question là-dedans, c'est si on démarre de zéro, selon vous, il faut combien de temps à peu près pour obtenir des résultats avec un side business? Et deux, qu'est-ce que vous pensez? Faites gaffe à votre réponse, les gars, on est sur Dotmarket. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de racheter un side business pour se lancer? C'est bien ce que je vous disais. Allez, on ferme, clôture. Bon appétit à tout le monde, à plus. Tu veux répondre en premier, Nico, ou j'y vais? Comme tu veux. Vas-y. Vas-y, si tu veux, commence. Donc, il y avait deux questions. Il y a l'idée de racheter. Et excuse-moi, Kevin, c'était quoi Combien de temps? Pour les Combien de premiers temps, résultats ouais, pour toi avec Side. Euh, Et du coup, ça devient l'hypothèse gain de temps. Est-ce que c'est stratégique finalement? Mais c'est toi qui vas nous dire ce que tu en penses. En fait, on en revient au sujet de tout à l'heure, c'est-à-dire les skills. Est-ce que vous choisissez le bon side business adapté à vos compétences, à votre domaine d'expertise, etc. Combien de temps ça peut prendre? Impossible à répondre à cette question. Qui vous êtes pour lancer un side business? Si vous êtes un crack déjà du business de base, vous connaissez les fondamentaux du marketing, de la vente, de plein de choses, une semaine. Enfin, je veux dire, 2 jours, 1 jour, 21 heures, je ne sais pas. Enfin, ça peut être aussi rapide que ça. Donc, il n'y a pas de règle. Franchement, c'est impossible à répondre à cette question. Ça va vraiment dépendre du side business, de la personne et de ça. Donc, cette question-là, je n'ai pas forcément envie de donner une réponse parce que ça peut être jamais, comme ça peut être hyper rapide. Je donne l'exemple des taupes. Si vous savez faire une landing page, vous pouvez, en une journée, faire une landing page, faire des pubs Google Ads, générer des leads, les revendre. En une journée, vous avez des premiers revenus. C'est tout à fait faisable. Mais ce n'est pas le plus habituel, évidemment. Le plus habituel, c'est que ça va prendre du temps pour développer les compétences, donc certainement plusieurs mois, voire années, pour développer les compétences. Et ce que je dis souvent aussi, je m'évade un peu, mais c'est que par contre, une fois que vous avez développé toutes ces compétences, en fait, tout est possible. Il n'y a plus rien d'impossible, en fait. Vous vous rendez compte, vous pouvez demain lancer un autre projet. Comme elle a fait Bastien, il s'est amusé sur quelque chose dans la cuisine, il a lancé un nouveau projet. Enfin, vous pouvez demain lancer n'importe quoi et avoir un degré, pas de certitude, mais un feeling sur l'échange de succès qui est proche de 100%. On sait plus ou moins dire à l'avance, tiens, ça va fonctionner. Parce qu'on a développé en fait ce flair et cette compétence d'identifier les bonnes opportunités. Et la deuxième question Dotmarket, oui, évidemment, ça peut être une super opportunité. Pourquoi? Parce que ce que je trouve magique avec ça, c'est que vous pouvez avoir de nouveau soit une compétence, soit ce que je vais appeler un peu un unfair advantage, c'est-à-dire, j'ai vu passer à un moment donné un site, je me suis dit, tiens, pour un pote, pourquoi il devrait racheter ce site web? C'était un site qui faisait je ne sais plus combien de visites dans le domaine des maths. Et j'ai un pote qui est en train de lancer un side business sur une application pour aider les gens à faire des cours de maths, etc. Je dis, mais là, il y a déjà le trafic, il y a déjà des centaines de milliers, je ne sais plus, c'était des gros trafics sur les sites chez vous. Il y a déjà du gros trafic. Avant de démarrer, rachète un site qui a déjà le trafic, tu viens plugger dessus un petit outil pour apprendre à faire les maths avec un petit abonnement, machin, et ton side business est parti, en fait. Et donc, c'est ça la magie pour moi du rachat de sites, c'est que vous pouvez aller beaucoup plus vite, soit en venant plugger quelque chose que vous avez déjà, en venant greffer un outil, un SaaS, un produit digital, un PDF, n'importe quoi, une formation, tout ce qu'on veut, ou en changeant ou en optimisant déjà l'existant. Parce qu'il y a plein de projets qui sont certainement vendus sur Dotmarket qui sont totalement sous-exploités, en fait, parce que les personnes
n'ont pas fait ce qu'il fallait faire en fait pour aller le step d'après. Il y a beaucoup de projets qui sont des side projets et d'ailleurs, il y en a un certain nombre qui ont été lancés pendant la période Covid et qui aujourd'hui sont mis en vente parce que la vie a repris, entre guillemets, les obligations du quotidien ont repris et ce temps consacré au side business qui était presque devenu un main business par manque d'occupation à côté, bah maintenant certaines personnes réalisent que c'est plus compatible avec du side, mais c'est évident que on observe que beaucoup de ces sites, justement, ils ont été créés par des gens qui avaient plutôt le côté passion et j'apprends sur le tas parce que j'ai le temps. Mais quand on est dans le secteur, on sait que quelqu'un qui a créé quelque chose par passion en apprenant sur le tas, en général, il n'a pas forcément pu le pousser aussi loin que toi qui es là depuis 10 ans, qui a des skills hyper établis et où tu vas pouvoir avoir un impact quasi immédiat, mais sur des choses hyper précises qui te concernent. Ce qui fait que moi, je vais pouvoir avoir un impact sur un truc, Bastien sur un autre, Nico sur un truc, Margot sur un autre. Et si on prenait le même side business, chacun de nous quatre, on ne le verrait pas forcément avec le même potentiel de croissance, la même opportunité, et on n'aurait surtout pas les mêmes rendements sur cet investissement. D'ailleurs, je vais faire un petit spoil ici. Tu me permettras, Kevin. Donc, j'ai demandé à Kevin en fait de m'accompagner sur un side business dormant. D'ailleurs, c'est le sujet de la newsletter qui sort aujourd'hui, pour essayer de le faire passer de là où il est aujourd'hui à un niveau supérieur et d'envisager de le revendre sur d'autres markets un peu plus tard, et de documenter ça dans la chaîne YouTube et dans les différents contenus pour vous montrer en fait comment je pars de ce que j'ai aujourd'hui, comment je vais prendre d'autres idées d'autres personnes en fait aussi qui ont d'autres visions pour monétiser un site web, et dans l'objectif après d'aller le revendre. Et c'est ainsi dans l'affiliation, peut-être que Bastien, s'il veut, on peut faire une session dessus aussi, s'il veut me donner son avis ou ses astuces pour l'améliorer. On peut en discuter. Moi, en tout cas, je vais répondre à la question par rapport à l'implication et au fait de racheter ou non un site. L'implication, c'est juste obligatoire. C'est-à-dire qu'en gros, combien de temps ça va mettre, etc. Effectivement, moi, je te rejoins, Nico, là-dessus. C'est pas la question qu'il faut se poser. Je pense que si on commence, en fait, en ayant la clé du château tout de suite, c'est qu'il faut pas y aller. C'est qu'il y a un problème. Personne ne peut répondre à la question de combien de temps ça va mettre, puisque, comme tu l'as dit, Nico, ça va dépendre de toi, ça va dépendre de ton projet, ça va dépendre aussi de la typologie du side business en question. Et surtout, la vraie question, c'est le pourquoi on le fait. On revient là-dessus. Pourquoi on le fait et surtout de savoir qu'on est dans la bonne direction. Savoir qu'on est dans la bonne direction et qu'on fait bien les choses. C'est vraiment deux aspects très importants. Si on est sûr d'être dans un marché où il se passe quelque chose et qu'on fait bien les choses, on va avoir des retours sur ça. Et aussi d'être sûr qu'on a la bonne méthodologie pour le faire. Parce qu'il y en a beaucoup qui se lancent, qui font n'importe quoi. Et malheureusement, on parlait de l'information accessible. Malheureusement, il y a beaucoup trop d'informations bruit. J'appelle ça du bruit. C'est des gens qui disent tout et leur contraire, qui disent n'importe quoi. Comme pour le poker, hein. Il y en a qui ont compris comment ça fonctionnait et qui pensent être du coup des joueurs pros alors qu'ils n'ont jamais joué et qui racontent des conneries. Donc vraiment, la question du je me lance, mais dans combien de temps, c'est pas une vraie question. C'est je me lance et comment j'adapte mon emploi du temps pour rester focus sur ce projet-là. Ensuite, moi, je pense que ce qui est important de savoir entre le from scratch, donc de repartir à zéro ou de racheter un site, c'est que si on veut racheter un site, il ne faut pas le voir, encore une fois, comme un investissement, en se disant: «Mais voilà, j'ai placé de l'argent et je vais avoir une rente sur ce placement et je pars faire ma vie, et je m'en occupe pas». Non, non. C'est je place de l'argent dans un projet qui a une ambition nouvelle. C'est-à-dire, je m'implique, comment je vais pouvoir m'impliquer dedans? Est-ce que c'est un projet qui va nécessiter que je développe des compétences nouvelles? Et si oui, lesquelles? Et c'est un projet, si je le laisse en l'état, forcément, il y aura des réactions, négatives au bout d'un moment, puisqu'on n'aura pas mis d'implication significative dedans pour que le projet, soit il continue sur une bonne lancée, soit il évolue complètement et qu'il change de dimension parce qu'on le prend. Donc on prend, on va dire, le taureau par les cornes, mais il faut savoir le dompter.
Le taureau, on ne l'a pas vu naître, on ne l'a pas nourri, etc. On arrive dessus, il est déjà lancé, il ne nous connaît pas. Il va falloir l'appréhender, ce taureau. Donc, si on le voit comme un investissement, personnellement, je déconseillerais aux gens d'acheter le site si c'est juste un placement comme ça. Si par contre, c'est un vrai side business et qu'on veut gagner du temps et qu'on a pris le soin de voir avec Kevin et toute sa team que l'investissement, il était cohérent avec son projet, bah, à partir de là, pour moi, c'est OK de le faire. Donc, c'est deux aspects. Soit tu pars du principe que tu veux focus sur quelque chose que tu vas créer, quelque chose qui va te ressembler dès le début, quelque chose qui va te permettre aussi de te nourrir toi en termes de compétences et de connaissances et d'expérience. Soit tu te dis, OK, je veux rentrer tout de suite dans l'arène, mais ça va nécessiter une prise de connaissances et de compétences peut-être beaucoup plus rapide si on veut que le projet non seulement continue sur sa lancée, mais qui prenne une autre dimension. Voilà. Merci, Pour vos Bastien. réponses. Je vois l'heure qui tourne et on arrive dangereusement vers la fin de ce webinaire passionnant. Ce que je vous propose, c'est de passer en revue certaines des questions qui ont été posées. Je suis désolée, on ne satisfera pas tout le monde parce qu'il y a eu énormément de questions et de remarques, mais j'ai envie de revenir sur une question, toujours celle de Mathieu qui l'a reformulée, mais une question qui me paraît importante et qui permet d'en savoir un peu plus sur le travail que vous menez. Combien de temps vous consacrez par jour / semaine à vos business? Voilà. Moi, je vais répondre, hein. Je suis un workaholic. J'ai pas l'impression de travailler, donc ça va être très compliqué de pouvoir expliquer les choses de façon rationnelle. C'est très émotionnel, hein, l'implication qu'on peut avoir chacun, et surtout, c'est unique, hein. On est tous différents. Maintenant, moi, je passe beaucoup de temps dans la journée à m'éclater sur mes projets, et je pars du principe que l'implication d'un side business évolue au fil du temps. C'est-à-dire qu'il y a des side business, par exemple, quand j'ai écrit ce livre-là, je mettais tous les jours 2 heures de mon temps à ne faire qu'écrire, qu'écrire. Mais une fois qu'il est écrit, je ne vais pas continuer de passer 2 heures de mon temps dessus. Ça serait, voilà. Sinon, on en arrive encore une fois au perfectionnisme et on n'a jamais fini son livre et on ne le sort jamais. Mais du coup, on adapte son emploi du temps. Quand j'ai fait le site dans la cuisine, en gros, je me suis dit, OK, j'ai déjà ma routine habituelle. Bon, il y a plein de choses que je ne peux pas faire puisqu'on ne peut plus sortir. Bah, ça me laisse beaucoup de temps. Bah, pourquoi pas m'éclater dedans et m'accorder X temps dans la journée ou dans la semaine, parce que ça peut évoluer suivant les semaines. Et puis derrière, c'est d'avoir surtout une régularité. Il faut vraiment qu'on soit discipliné, régulier, et qu'on puisse après estimer qu'on peut lever le pied ou au contraire intensifier ses efforts. En gros, c'est proportionnel. C'est-à-dire que plus on va s'impliquer, plus on va déployer d'énergie et d'actions autour de son projet, ben, plus on aura engrangé soit de contenu pour quand on a besoin de faire des contenus ou quoi, et plus vite on va pouvoir capitaliser dessus. Donc c'est vraiment proportionnel à l'énergie et au temps qu'on peut y mettre, et surtout en rapport avec le projet, le side project qu'on a et la vie de tous les jours. Donc, c'est vraiment un jeu qui est très unique, mais à titre perso, moi, j'ai tendance à segmenter les choses et à prioriser en fonction des besoins, s'il faut focus sur un sujet ou sur un autre. Nico, pour traiter un max de questions-réponses, ce que je vous propose, c'est que les prochaines, on les pose à un de vous deux. Et du coup, il n'y a pas de favoritisme sur qui répond à quoi, mais ça permet d'avoir plein de petites réponses, peut-être Ouais, bien un sûr. petit peu pour eux. Dans la question de Michael, il y a aussi est-ce que tu lances tes business en solo ou avec des associés? Ok. Et juste pour répondre, celle d'avant, je ne vais pas y répondre. En fait, vous pouvez faire genre la même chose. Donc moi, c'est la même chose que Bastien. Donc ça t'est répondu. Comme ça, j'ai répondu aussi. En solo ou avec des associés, en fait, ça dépend. Moi, il y a les deux. Et c'est vrai qu'on a parlé quasiment que de business digitaux. Mais en réalité, moi, j'ai des side business encore aujourd'hui plus classiques que je vois comme des side business en réalité et où je ne suis pas forcément tout seul. Par exemple, ici,
là où je me trouve, c'est une ancienne ferme qu'on a réaménagée en espace événementiel avec création d'un espace de coworking, des salles de location. C'est un gros projet immobilier où en fait, je l'ai vu comme un side business. Et on est plusieurs, on est 3 associés, on a chacun nos tâches, nos jobs. Et moi, mon job, c'est quasiment la même chose que ce que je fais que dans mes business en ligne, appliqué à un projet plus classique. Je m'occupe de ramener des clients avec du SEO, avec de la pub, l'identité, le site web, les process internes avec des outils digitaux, etc., etc. C'est un side business, on est plusieurs. Donc, il y a les deux, solo et avec d'autres personnes. Ça dépend des projets, ça dépend si j'ai besoin, si j'estime que, en fait, la question que je vais me poser, c'est est-ce que j'ai les compétences pour réaliser les objectifs que je me fixe avec ce projet? Si je ne les ai pas, où est-ce que je vais les chercher pour compléter ce qui me manquerait comme compétences? Ça, c'est clairement la première question. Et puis, c'est vrai, ça va vraiment dépendre des types de projets, quoi. Ça va vraiment dépendre des types de projets. Donc, les deux. Parfait. Et je pense qu'on va s'arrêter à 12h15. Enfin, si vous êtes d'accord, vers 12h15. Et je propose qu'on prenne une dernière question. Pour Bastien. Bonus, il y en a une Oui. qui est, à mon avis, hyper intéressante et qui conclura. Mais vas-y, je te laisse poser la question pour Bastien. Et après, la dernière, en fait, vous répondrez tous les deux parce que c'est un excellent rappel. Ok, parfait. Ok, et bien je pose celle pour Bastien. Niveau side business affiliation, quel est le marché le plus intéressant, France ou US? Ça, c'est une question, j'ai envie de te dire. Le marché le plus intéressant au monde, sans exception, c'est le marché américain. On va arrêter de se raconter des bêtises, parce qu'il y a toute la planète qui veut être dessus. Et surtout, on a des consommateurs hardcore, on a des. Voilà, mais en même temps, c'est un des marchés les plus concurrentiels, si ce n'est le plus concurrentiel au monde. Sauf dans d'autres marchés où il y a des marchés de niche dans d'autres pays anglophones qui sont assez costauds. Mais voilà, en gros, après, c'est, j'ai envie de dire, les meilleurs marchés, les meilleurs géos, comme on dit. Ça va dépendre aussi de la niche dans laquelle on veut se lancer. Il y a en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a des opportunités partout. Et il n'y a pas que Google dans la vie. Il y a aussi d'autres sources de trafic qui sont très intéressantes et qu'on peut aller du coup s'éclater dans un pays où les gens ne réfléchissent pas au premier abord, surtout quand on est français, pour aller s'aventurer sur des terres, on va dire, inconnues. Et pourtant, il y a énormément de business à faire. Donc, il n'y a pas réellement de top marché, si ce n'est que les États-Unis, pour moi, voilà, c'est hors catégorie, quoi. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font, c'est dans la démesure. Donc effectivement, il y a de l'argent partout, mais il faut être OK avec le fait de devoir se battre contre les plus gros et d'être armé pour se battre contre les plus gros. Donc ça va être un choix personnel, mais à choisir pour quelqu'un qui veut se lancer dans un side business, il faut quand même avoir un peu d'appétence et d'être OK avec la culture qu'il va y avoir autour et ses affects personnels qu'on peut mettre dedans et pas se dire bah, c'est les États-Unis où ça tape le plus fort. Je me lance à fond dedans alors que je suis full débutant, j'y connais que dalle et c'est le meilleur moyen, je pense, de se prendre une bonne dérouillée pour être poli. Donc clairement, focus plutôt sur ce qu'on connaît et ce qui nous anime. Donc peut-être plus proche du francophone, peut-être, ou du moins s'il y a des marchés un peu plus petits que le gros américain. Ouais, c'est une question de compétences encore, hein. Le marché est plus gros, donc forcément, il y a plus de compétences, mais qui dit plus gros marché, dit marché plus concurrentiel, et il faut parler anglais, et il ne faut pas juste savoir traduire avec DeepL en anglais. Donc, Mais au-delà de la compétence technique, je pense aussi qu'il faut développer une compétence de comprendre l'environnement dans lequel on va aller. C'est-à-dire que les Américains, ils ne pensent pas forcément comme les Français. Les Japonais ne pensent pas comme les Français ni comme les Américains. C'est aussi de comprendre les habitants qui vivent dans ces pays-là et qui consomment peut-être différemment. Et donc, il va falloir savoir leur parler. Il va falloir trouver aussi comment eux, ils fonctionnent pour que notre projet cartonne ou pas. Donc, c'est beaucoup de compétences, pas que des compétences techniques, hein. Exactement. Et pour conclure, merci déjà à tous les deux d'avoir participé. C'était génial. Mais il y a une bonne question. C'est dommage, la personne souhaitait rester anonyme, mais qui dit bravo pour ses réussites. Combien d'échecs en parallèle et à partir de quand
il faut savoir passer à un autre side project et arrêter de s'entêter. Et je pense que c'est une bonne façon de conclure parce que c'est vrai qu'on aime bien toujours parler de succès et on peut avoir beaucoup de succès sur le digital, mais on est tous passés par, moi perso en tout cas, plus d'échecs que de succès, mais les succès sont assez sympas pour complètement faire disparaître dans mon esprit mes échecs. Mais du coup, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Combien d'échecs en parallèle et à partir de quand on arrête en fait? Ouais, écoute, je vais bien démarrer. Les échecs, c'est un bon sujet. Et en fait, j'avoue que je vois les choses un peu différemment. Je parlerai pas d'échec, je parlerai d'apprentissage, parce qu'en réalité, si je dois dire combien d'échecs, bien sûr qu'il y en a eu plein, mais en fait, ce sont ces échecs qui ont permis les succès. Donc en fait, pour moi, c'est juste un parcours normal en fait d'un entrepreneur. Et donc combien, ça fait le lien avec la deuxième question. Ce qui compte, c'est pas vraiment le nombre, c'est effectivement la rapidité qu'on peut avoir à tirer la prise et à se dire: «Bon, bah, là non, ça va pas, je perds soit mon temps, soit mon argent, soit ma santé, soit peu importe, mon énergie, tout ce qu'on veut, je passe à autre chose». Donc quand est-ce qu'il faut savoir s'arrêter? C'est compliqué à je pense que peut-être, je sais pas si Bastien aura le même avis que moi, mais on n'est pas les bons profils pour répondre à cette question parce qu'en fait, moi, je lance plein de projets, en fait. Donc ça m'amuse de tester un truc et de par l'écosystème que je crée, je teste et si c'est un échec, en fait, c'est pas grave parce que ça fait juste partie de l'apprentissage pour pouvoir documenter, partager et cetera. Je pense que si on veut faire un side business dans un objectif d'être focus sur un seul projet et pas comme nous un peu dans tous les sens, un projet, euh, quelques mois. Je pense qu'il ne faut pas passer plus que quelques mois sur un projet, 2, 3 mois, pour avoir la vision de est-ce qu'on va dans la bonne direction ou pas dans la bonne direction. Attention, quand je dis quelques mois, ça veut dire avoir des signaux en fait tout au long de l'avancement. Ça ne veut pas dire qu'on passe de l'échec à la réussite. Ça veut dire qu'on avance petit à petit vers des signaux positifs qui nous disent tiens, là, je pense que j'ai passé une étape. Là, ok, bon, ben, j'ai des signaux qui me disent que je suis pas à l'étape d'après, etc. Et c'est comme ça que ça se passe. Ça se passe pas de zéro à réussite, ça se passe de zéro à des étapes qu'on franchit pas à pas. Et de manière générale, ça va encore une fois dépendre du side business qu'on choisit, parce qu'il y a des side business, par exemple, affiliation, qui vont prendre du temps parce qu'il faut trouver le produit ou le service, il faut faire du référencement ou peut-être d'autres canaux d'acquisition, mais qui peuvent prendre un certain temps. Et d'autres, vous avez déjà une audience, vous la monétisez, ben, du jour au lendemain, vous vendez des formations, vous avez une liste email, vous pouvez générer rapidement en fait un projet, des résultats. Donc encore une fois, ça va dépendre du type de projet. Mais le plus important, c'est être capable effectivement de pouvoir tirer la prise si on voit que ça stagne, qu'il n'y a aucun signal en fait positif, et pouvoir se remettre en question en fait surtout. Je vais rajouter, du coup, je vais compléter ce que tu dis. C'est bien ce que tu dis. Moi, je pense que l'échec, vraiment le terme échec intervient quand on a fait 2 fois la même chose. C'est-à-dire que si on a fait 2 fois la même chose et qu'on a 2 fois le même résultat, ça s'appelle un échec. Si vous faites quelque chose et que ça ne marche pas, c'est pas un échec. Si vous avez appris le pourquoi et que vous avez compris le pourquoi ça ne fonctionnait pas. Si vous avez compris et appris et que vous refaites la même chose, là, vous pourrez dire que vous avez échoué. Mais pour répondre à la question entre le fait d'échouer ou pas et à quel moment tout ça, je pense qu'il faut déjà faire la différence entre la persévérance et l'obstination. Et c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que moi, je suis le premier à dire qu'il faut persévérer, mais il ne faut pas non plus être obstiné. Heu, En gros, par rapport à l'obstination, on peut se poser des questions. Est-ce que j'ai tout donné? Est-ce que j'ai fait vraiment les choses pour que ça fonctionne? Est-ce que j'ai tout donné dessus? Si vous avez tout donné dessus, ça sert à rien de continuer si ça fonctionne pas. Parce qu'au moins vous avez rien à regretter. Vous avez fait des choses, ça ne marche pas. Vous avez tout donné dedans, ça ne fonctionne pas, c'est pas grave.
Vous avez appris plein de choses, d'expérience et compagnie. Ensuite, il faut se poser la question, est-ce que le jeu, il en vaut encore la chandelle? Ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que, est-ce que ça vaut le coup, parce que j'ai pas tout donné encore, de m'impliquer encore plus, alors qu'actuellement déjà je suis très limite, je suis peut-être très démotivé. Je vois que le fond du tunnel, je vois rien, j'ai aucun signal comme le dit, très bien Nico, qui me montre que je suis sur la bonne voie. Est-ce que le jeu en vaut réellement la chandelle? Et il faut pas avoir peur de se dire: «C'est pas grave, il y a autre chose, je peux pivoter, je peux faire autre chose». Le terrain de jeu, il est vraiment illimité. Moi, il y a plein de personnes sur ma newsletter qui me disent: «Mais tu es dingue de donner des niches toutes les semaines». Toutes les semaines, je donne une niche où je dis à peu près tout ce qu'on peut faire autour de la niche. C'est de façon résumée. On me dit: «Ouais, mais tu donnes des niches, tu es ouf, tu devrais faire un truc toi dessus et tout». À chaque fois, je réponds: «Mais il y en a des dizaines de milliers, en fait». Parce que même dans une niche, il y a des sous-niches, il y a des sous-sous-niches, enfin, on peut aller très, très loin et puis surtout, tous les ans, il y a des nouvelles niches, il y a des nouveaux besoins qui sont créés. Donc c'est un jeu, illimité. Donc se dire qu'on s'est lancé dans quelque chose et que ça n'a pas fonctionné, moi, à titre personnel, j'ai fait plein de projets qui n'ont pas abouti parce que soit je m'impliquais pas de façon sérieuse dedans, soit je faisais pas assez de choses dedans, ou soit tout simplement je passais sur autre chose parce que j'étais plus connecté, j'avais plus d'affect vis-à-vis du projet, ou tout simplement parce que ça ne fonctionnait pas. À titre perso, hors internet, j'avais lancé un food truck qui n'a pas bien marché. C'était en 2013-2014. OK, ça l'a pas fait, c'est pas grave. On va pas rester buté dessus, on passe à autre chose, OK. Et moi, j'ai aucun problème à dire: «OK, il y a quelque chose qui marche pas et alors?» C'est pas grave. En général, on voit les personnes qui réussissent et on se dit: «Regarde, tu vois, il a fait ça, il a réussi». Oui, mais on oublie toutes les galères qu'il y a eu avant, toutes les l'inconfort, aussi bien peut-être matériel, financier ou même psychologique, que la personne a eu pendant très longtemps et qu'elle a dû changer, passer d'un projet à l'autre. Peut-être qu'il y a ça qui a pas marché, ça qui lui a donné de l'espoir et cetera. Mais ce qui compte pour les gens, c'est l'arrivée. «Regarde, il a réussi». Non, moi ce qui compte, c'est quoi le process qui a amené à ce que la personne, elle en arrive là aujourd'hui? Donc, faut pas avoir peur de l'échec, ça fait partie du jeu. Je le dis dans la vortex, organique, je dis plusieurs fois, Michael Jordan, il disait qu'il avait fait, je crois, 20 000 shoots et il en réussissait très peu au début, qu'il a perdu plus de matchs qu'il en a gagné. Thomas Edison, il a dit, «J'ai échoué 10 000 fois avant de réussir à faire une ampoule». Heu voilà, ce qui compte, c'est le processus. Et à partir du moment où on est OK avec le processus, s'il y a plus d'affect, c'est pas grave. C'est pas grave, il y a d'autres choses. Le terrain de jeu, il est infini. Voilà. Je voudrais encore rajouter un tout petit truc là-dessus, parce que, et merci Bastien pour l'intervention, parce que c'est un vrai sujet, en fait, je pense, qui empêche tellement de gens d'y arriver, parce que notre mentalité européenne sur le sujet de l'échec, elle est complètement pourrie, quoi. C'est-à-dire que moi, je l'ai encore dit récemment, j'ai parfois l'impression, même en discutant avec des potes qui savent pas toujours non plus tout à fait ce que je fais, ils comprennent pas toujours, qu'on est presque en train de nous attendre au tournant pour se dire: «Ah ouais, je le savais, il allait pas y arriver». Heu, Au lieu de dire: «Putain, mais c'est trop cool ce que tu fais», d'encourager, je sais pas, je vais dire, je vais prendre un exemple. Heu, le livre, je crois pas que j'ai un de mes potes qui ait acheté le livre. On serait aux US, je pense que tous les potes auraient acheté 10 bouquins pour les offrir à des potes. On a une mentalité de, je sais pas, il y a un blocage là-dessus sur l'échec qui est vraiment dommage, quoi. Parce que si on avait cette mentalité justement de dire: «Putain, vas-y, tu vas y arriver», des encouragements plutôt que ce côté un peu, comme je dis, d'attendre au tournant, peut-être de se prendre les pieds dans le tapis, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui se lanceraient et c'est vraiment, dommage, en fait. C'est vraiment dommage et j'espère que cette mentalité va changer. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je ressens autour de moi, que je partage comme ça parce que je trouve ça un peu dommage et presque étrange, en fait. Comme il y avait une espèce de jalousie de dire: «Mais moi aussi j'aimerais bien, mais j'ose pas. Du coup, reviens avec moi au
dans quelque chose de plus sécurisant, de plus classique, là où on est tous bien là. Mais C'est un non, peu allez-y, le panier de lancez-vous. crabe. On appelle ça le panier de Ouais. crabe. On dit pourquoi? Parce que les crabes, en fait, quand il y en a un qui veut sortir du panier, les crabes, ils attrapent celui qui veut sortir et qu'ils ils le ramènent. Ils le ramènent au fond avec eux. Mais je te rejoins sur tout ce que tu as dit, tu as parfaitement raison. Mais il y a surtout un truc qu'il faut prendre en considération, c'est que les gens autour de nous, ils ont peur. Et ils ont tendance à nous transmettre leur propre peur, en fait. Ouais, c'est clair. Donc, en gros, quand vous avez quelqu'un qui vous dit: «Oula, t'es sûr?» Moi, vous savez, quand je me suis lancé fin 2007, on m'a dit, c'est si ça marchait ton truc, ça se saurait. Trouve-toi un vrai travail, n'importe quoi, voie de garage. J'ai tout entendu et pendant des années. Et aujourd'hui, les mêmes personnes, elles me disent: «Ah ouais, franchement, tu avais tout vu avant les autres, nin». Pourquoi? Parce qu'il y a eu le Tu as eu un process. peu de chance aussi, hein, aussi. Franchement, tu Pardon? as eu un peu de chance. Tu as eu un Ouais, peu de voilà. chance. Ça doit être ça, ça doit être ça. Mais, et la chance aussi, ça c'est un truc. Mais surtout, effectivement, le côté déconnecté moi je pense que ce qui est sain aussi, c'est de pas attendre dans le regard des autres qu'il se passe quelque chose. Faites les choses pour vous, faites les choses parce que vous aimez dans le process dans lequel vous êtes en train de vous embarquer. Et faut être OK avec le fait qu'autour de nous, il y a des gens qui ne comprennent pas, il y a des gens qui doutent et il y a des gens qui transfèrent leur propre peur. Bah, en gros, c'est rationnel, c'est très reptilien, mais en gros, «Ouh là, tu ouf, de faire ça, fais pas ça, tu vas te planter et tout». Mais ça, en général, c'est ce que la personne se dit d'elle-même si elle devait se lancer. Donc vraiment de créer un petit firewall, mental là-dessus en se disant: «OK, c'est sa façon de penser». C'est pour ça, entourez-vous de personnes qui sont dans le même délire que vous. Entourez-vous de personnes qui pensent comme vous ou qui sont dans la même démarche que vous et avec qui vous allez pouvoir vous nourrir les uns des autres parce que vous serez dans un environnement, un cocooning, on va dire ça comme ça, de personnes qui vous envoient des bonnes vibes, qui elles aussi font les choses. Et quand vous avez des baisses de motivation, vous allez avoir des personnes vous allez les voir avancer. Donc vous allez dire, attends, lui, il y va, moi aussi, j'y vais. Et qui vont vous encourager dans votre démarche. Donc voilà. Ça fait une bonne conclusion, je pense, et ça me permet un, vous remercier encore une fois tous les deux, deux, remercier toutes les personnes qui sont venues passer ce début de pause déj avec nous, et trois, pour appuyer ce que tu viens de dire, Bastien, je vais commencer par nous parce que comme ça on finira par où est-ce qu'on vous trouve, mais c'est aussi pour ça qu'on fait ces webinaires, c'est justement pour vous montrer différents parcours, différentes expériences. Si vous allez sur l'espace agenda de Dotmarket, vous verrez qu'il y a plein de webinaires qui sont prévus dans le futur, des webinaires juste pour répondre à vos questions, des webinaires pour vous aider à rédiger votre thèse d'investissement, des webinaires pour faire des audits en live, des webinaires pour parler à des experts. Et tout ça, en fait, ça a un seul enjeu, c'est apporter ce que Bastien dit. Et la transition que ça me permet de faire, c'est que parfois, quand tu es tout seul chez toi et que tu as ces rêves et tes envies de te challenger, t'entends, ouais, passe plus de temps avec des gens qui pensent pareil, mais tu les as pas forcément autour de toi. Mais ça tombe bien parce qu'avec le digital, tu peux les retrouver, que ce soit dans des webinaires ou que ce soit, et ce sera peut-être le mot de la fin pour vous deux, où est-ce que justement on peut vous retrouver et dans quelle communauté on peut venir échanger avec vous. Bastien, je sais que tu as la chaîne YouTube et le groupe Telegram, on va partager les liens. Nicolas, ça m'intéresse. Donc voilà, mot de la fin pour vous, les gars. Où est-ce qu'on vous retrouve et comment on vous rejoint? Moi, effectivement, il y a le YouTube, il y a le Telegram, il y a la newsletter aussi. Et plus récemment, il y a la Vortex Organique. C'est la formation que j'ai lancée, qui s'est d'ailleurs, pour la petite anecdote, à minuit hier soir, j'ai fermé les inscriptions. Mais exceptionnellement, s'il y en a parmi vous qui veulent la rejoindre et rejoindre des personnes qui veulent apprendre l'affiliation comme je la pratique depuis 15 ans et avec ma vision et compagnie, et être entouré d'autres personnes qui sont dans la même vibes, parce qu'il y a le Vortex Club où on échange, il y a des lives, il y a tout ça. Enfin, vraiment, c'est un groupe que je veux que des personnes qui sont dans le même environnement et qui veulent évoluer ensemble. Si vous voulez rejoindre la Vortex Organique, vous me contactez. Vous dites que vous venez depuis Dotmarket et je vous laisserai exceptionnellement intégrer la Vortex Organique, ça me fera plaisir. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur YouTube et tous les autres réseaux sociaux comme ça. Et merci. Bastien. D'ailleurs, j'ai pas remercié, mais merci beaucoup encore pour l'invitation. Et j'ai passé un super moment avec vous. Et du coup, je vais regarder ensuite tous vos prochains numéros
avec beaucoup de plaisir. Merci Bastien. Et toi, Nicolas, où est-ce qu'on peut venir justement échanger avec des gens qui parlent side business et comment on peut te suivre? Oui, en fait, cette année, j'ai décidé de mettre un peu les bouchées doubles. Donc, vraiment, ma mission de vie, en 2020, j'ai écrit ma mission de vie, c'est d'inspirer, d'impacter un maximum. J'ai mis 1000, mais j'aimerais bien que ce soit beaucoup plus. Personne à lancer réellement un side business au travers de livres, de contenus, de coaching, de formation, tout ça. Et donc, moi, c'est sur LinkedIn, le réseau sur lequel je suis le plus actif, même si je ne suis pas tant que ça, mais ça va changer. Et puis, le lancement de la chaîne YouTube d'un podcast sous le nom Side Business Facile. Donc, vous tapez Side Business Facile, vous allez pouvoir retrouver prochainement tous les contenus. Il y a une formation gratuite, il y a la newsletter, il y a le livre et il y a également le lancement très prochainement d'une communauté gratuite sur l'outil School autour du side business et également une formation que j'appelle Mastermind, exactement dans le même esprit que disait Bastien, avec des gens qui sont là pour passer à l'action, faire des choses, où on s'entraide avec des coachings toutes les semaines et des contenus où on lance en fait aussi des formations avec des experts extérieurs sur des niches de side business, étape par étape. Le premier qu'on a lancé, c'est sur la location de site web. Donc, comment en fait créer un site web qu'on va venir louer. Il y a prochainement une formation sur la création de communautés payantes avec School. Et on va lancer comme ça plein de modules progressivement. Et je tenais également, pour terminer, à vous remercier. C'était un super moment. Je suis très content d'avoir découvert, grâce à toi, Kevin, Bastien, que je ne connaissais pas. Du coup, je me suis empressé d'acheter son livre. Je pensais le lire la semaine passée, j'étais en vacances, j'ai pas eu le temps, mais il est dans le haut de la pile. Et donc, très chouette moment ensemble. Merci beaucoup. Génial. Merci à tout le monde. Bonne pause déj et ce sera disponible en replay. Vous allez le recevoir et on le partagera évidemment dans l'espace membre de Dotmarket. Merci beaucoup, bonne journée. À bientôt. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Merci.